Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre psychiatrique Soins de santé mentale du Sud Kivu. Alors, c'est dans la commune des Kadutu, non loin de l'université officielle de Bukavu. Nous sommes avec une équipe des médecins des SOSAM. Nous avons M. Pacifique Birindoa Zagabe, qui est manager des projets pour la structure SOSAM, ainsi que Dr Antoinette Mourima, qui est psychologue clinicienne, et des docteurs Vénan Yatois, qui est neuropsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec ces experts en matière de santé mentale ici dans la province du Sud Kivu. Monsieur Pacifique Birindoa, bonjour et bienvenue à la radio Sven. Bonjour, merci madame. Docteur Antoinette Mourima, vous êtes psychologue clinicienne. Bonjour. Bonjour. Docteur Vénan Yatois, vous êtes neuropsychiatre, bonjour. Bonjour madame. Alors, Monsieur Pacifique Birindoa, dites-nous, c'est vous qui êtes manager des projets pour la structure SOSAM. Dites-nous, en cette période spécifique de la province du Sud Kivu, principalement dans la ville de Bukavu, y a-t-il des problèmes de santé mentale spécifiques qu'encourt la population? Merci pour la question, mais avant de répondre à votre préoccupation, permettez de placer justement pour la structure SOSAM. Okay. Alors, tel que vous l'avez mentionné dans la présentation, SOSAM, c'est une structure spécialisée en santé mentale et soutien psychosocial qui a déjà fait son histoire dans la province du Sud Kivu. Nous sommes dans les 30 ans révolus aujourd'hui. Et donc, c'est un monument créé depuis le 2 août 1994. 30 ans après, est-ce que l'institution est restée orpheline parce que les autres n'ont pas emboîté les pas? Mais nous nous battons quand même pour soulager tant soit peu les problèmes de santé mentale pour la population au Sud Kivu, si pas dans la région. Et donc 30 ans après, nous organisons une gamme de services diversifiés sur le plan clinique et également une approche communautaire. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez que la couverture en soins de santé mentale, elle est faible au Sud Kivu, si pas au pays. Et donc la République démocratique du Congo aujourd'hui ne compte que moins de 5% du territoire national des soins de santé mentale. Et donc la lutte actuellement, c'est arriver à améliorer la couverture. Et que chaque hôpital donne presque le même paquet que peut donner SOSAM. Nous sommes dans une période de démocratie sanitaire. Ça signifie quoi? Chaque personne est libre de se faire soigner dans un hôpital, dans un centre de santé ou structure de soins de son choix. Mais pour la santé mentale, il ne nous reste que SOSAM. SOSAM ne peut pas être partout dans toute la province. Voilà pourquoi nous luttons également pour accompagner l'État congolais sur l'intégration effective des soins de santé mentale dans les soins primaires. Pour qu'à chaque hôpital, on peut quand même soigner un malade mental, on peut accueillir quiconque a un problème de santé mentale et assurer sa prise en charge. Et donc aujourd'hui, au Sud Kivu, quel que soit l'hôpital, un médecin toqué à minuit, il n'hésite pas de dire ça c'est un cas de Karale, ça c'est un cas de SOSAM, au lieu même d'apaiser la famille et donner les soins de premier secours. Et ne référer que si c'est nécessaire. Voilà la lutte actuelle. Également, cette approche communautaire aujourd'hui nous amène vers un autre objectif, c'est démédicaliser la santé mentale. Ce n'est pas tout problème de santé mentale qu'il faut aller tout droit à l'hôpital. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des programmes, des projets pour essayer de rapprocher les soins de santé mentale des communautés enclavées, des communautés éloignées, mais qui ont des problèmes, mais sans structure de prise en charge. Quand vous évaluez toute la province du Sud Kivu, tout le monde doit venir à Karale, et la réponse est non. Donc c'est comme ça que SOSAM actuellement a une succursale à Shabunda pour essayer de rencontrer la population de Shabunda. L'axe sud-sud derrière la mairie d'Ouvira, il y a SOSAM et Ouvira. Vous arrivez à Mwenga aujourd'hui, il y a un centre d'accompagnement psychosocial de SOSAM à Mwenga Centre. Vous arrivez à Kanyola, il y a un centre. Donc pourquoi les zones ciblées comme ça? Parce qu'avec les événements de guerre à répétition dans la région, vous trouvez que toutes ces communautés étaient traumatisées. Il n'y a pas que des individus qui sont malades, mais toute leur communauté. Et donc il fallait un moment, un processus
de prise en charge des groupes et pourquoi pas même communautaires. On ne peut pas déplacer tout Mwenga pour Sozame Karale, tout Kanyola pour Sozame Karale. Cette approche communautaire, nous l'avons aussi développée. La psychiatrie à base communautaire. Et donc, pour revenir à votre question et ne pas prendre suffisamment de temps. On a une période exceptionnelle. Une période exceptionnelle. Des problèmes spécifiques de santé mentale à court, à moyen ou à long terme qui peuvent se poser au sein de la population? Alors, je pense que la question en soi mérite d'être posée et tout le monde peut se questionner ainsi. Et l'environnement au départ a des événements traumatisants. Et vous l'avez bien souligné, nous sommes à une période spécifique, tout à fait particulière, liée à notre contexte sécuritaire pour le moment. Et donc, les événements actuels ont un impact négatif, ont des répercussions négatives sur notre bien-être mental. Pour les individus au départ malades qui ont été surpris par les événements, aujourd'hui nous trouvons un taux élevé de taux de réussite. Avec le mouvement de la population, avec le crépitement des balles, avec donc, tout ce qu'il y a comme événement lié à la guerre, ont des conséquences négatives sur le bien-être mental. Qu'on soit malade au départ, qu'on soit entre guillemets normal, donc chacun a été impacté à un certain degré par les événements. Et donc c'est comme ça que vous trouvez, si on peut y aller catégorie par catégorie, vous avez vu qu'à un moment donné, les activités scolaires bloquées, les activités commerciales, donc la vie au quotidien a été tournée au ralenti. Et cela a des répercussions psychiques. Donc je sais que Docteur Venant, qui est du domaine, Antoinette également vont me compléter, mais honnêtement, durant ces événements, les statistiques à notre disposition à Sozame, il y a eu une fréquentation élevée suite aux événements. C'est comme ça qu'au début, nous avons alerté par un communiqué pour dire que les familles qui ont des malades mentaux en errance doivent se préoccuper au premier degré d'eux. Parce que vous trouvez l'intolérance dans la communauté. On ne sait pas d'abord comprendre au départ que quelqu'un qui a un problème de santé mentale peut se promener, peut ramasser tout à son passage et parfois confondu au voleur, le fait qu'il n'ait rien à son passage. Vous avez mis les habits dehors, il s'en occupe. Vous avez laissé, je ne sais pas, les ustensiles de cuisine, lui il est comme ça, il vit du collectage. Il ramasse tout à son passage. Et avec l'intolérance et le faible niveau de sensibilisation, ils ont été répertoriés parmi les victimes de la justice populaire. Soit taxés des voleurs, et les images qui ont circulé nous ont renseigné même que certains ont été aussi enrôlés dans différents groupes qui recrutaient pour leur camp. Et donc cela nous a permis, ces éléments nous ont amenés à alerter pour que les autorités soient aussi sensibilisées. Également que les familles ne laissent pas se promener librement à leur abandon et triste sort. Ok. Alors nous allons, parce que vous avez dit que vous serez complété par vos collègues, vous avez épinglé quelque chose d'important. Vous avez dit que les statistiques des demandes ici chez vous a augmenté. On peut savoir, docteur, on peut estimer à combien? Avant cette période, vous étiez à combien et maintenant vous êtes combien, étant donné que les statistiques, il y a un taux élevé des demandes de vos services? En termes de statistiques, je pense que nous avons un service de statistiques et quand nous parlons de statistiques, nous évaluons service par service la demande. Okay. Nous avons différents services diversifiés. Au-delà des consultations neuropsychiatriques, nous avons également les consultations psychologiques, nous avons les consultations sociales et ergothérapeutiques. Et à chaque niveau, on a évalué le débit avant les événements, pendant les événements et pendant qu'il y a eu la calme. Et donc, comme vous l'avez souligné, parfois nous pensons que les événements, aussitôt que les événements nous arrivent, les crises aussi déclenchent. La réponse est non. Il y a des événements, aussitôt que ça arrive, vous pensez qu'il n'y a rien. Donc, avec le temps, dans les 3 mois qui suivent, 6 mois qui suivent, on commence à enregistrer des crises. Mais ça va exacerber ou augmenter les cas qui existaient au départ.
et qui vont s'ajouter sur les nouveaux cas. Donc, j'évite de vous donner les chiffres détaillés, mais nous les avons au cas par cas et même pathologie par pathologie. Alors, puisque vous avez dit que cette période a des conséquences négatives sur la santé mentale de la population, est-ce qu'on peut savoir de quoi est-il question exactement au niveau de la santé mentale? Est-ce que les gens peuvent devenir, comme nous avons l'habitude de dire dans la communauté, des fous à long terme? Est-ce que les gens peuvent développer des oublis? Qu'est-ce que la population peut développer à la longue si les précautions ne sont pas prises? Nous devons nous habituer au jargon qui est au moins courtois. Oui. Le terme fou n'existe pas à Sozam. Le terme folie. Donc on dira désormais malade mental ou quelqu'un qui vit avec un trouble mental au lieu de dire fou. Ça c'est l'ARI. Trouble mental. Trouble mental et malade mental ou psychiatrique. En fait, comme a dit mon collègue Pacifique, la période actuelle que traverse la population exactement de Bukavu, c'est une période que je peux dire qui est chargée de beaucoup de situations anxiogènes. Donc une situation... Anxiogène, c'est quoi en des termes clairs? C'est trop savant pour la population. Bon, une situation de stress. Ok. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, une peur à travers la population. Et pour le malade déjà suivi ici, vous savez que en général, les gens n'ont pas assez de possibilités pendant ces temps et ils ont des difficultés pour s'approvisionner en médicaments. Associé à cette situation et que ça les prédispose au fait de faire des rechutes plusieurs fois sur leur maladie mentale. Alors, cette situation vraiment, de manière globale, vraiment c'est une situation très difficile pour la population de Sud Kivu. Et deuxièmement, le fait que la population est butée devant des difficultés financières, il peut développer par exemple un tableau de la dépression. Ils n'ont pas assez de moyens de venir consulter facilement. Et aussi, ça fait qu'ils sont à la maison, ils restent à la maison avec leur maladie. Et ça entraîne au fait une difficulté en termes de rendement. Parce que lorsque quelqu'un développe par exemple la dépression, la personne devient démotivée. Il peut développer, n'est-ce pas, des troubles de sommeil, il peut développer ce qu'on appelle des troubles de l'humeur. Et du coup, sur le quotidien de la population, c'est très difficile. Je vous remercie d'abord pour cette initiative que vous avez de penser à la santé mentale de la population. Parce que si nous voyons la situation dans laquelle nous vivons actuellement, parce que tout le monde est touché. Il y a ceux qui pensent que quand on va à Sozame, c'est pour juste une partie de la population déjà que nous pensons être fou, entre guillemets, comme nous l'avons dit, parce qu'à Sozame, nous avons des malades qui sont affectés au niveau mental, mais pas des fous comme les gens le pensent. Et il y a ceux qui pensent que c'est réservé pour une catégorie de personnes qui sont touchées. Et pourtant, c'est toute la population qui est concernée. Actuellement, si je vois d'abord les petits-enfants qui vont à l'école sous des crépitements de balles, des enfants qui nous racontent même qu'il y a même des militaires qui arrivent même dans leur clôture dans les écoles, et les enfants ne savent pas dans quelle situation nous sommes. Ils se réveillent, ils ne savent pas s'ils vont aller à l'école ou bien, et s'ils vont à l'école, est-ce qu'ils vont retourner? Alors même les enfants sont beaucoup affectés à ce niveau-là. Okay. Et actuellement même, il y a des enfants que nous accueillons qui sont touchés aussi par des situations. Et l'enfant, les parents vont remarquer que... Des enfants de quelle tranche d'âge? Même de l'école primaire, 5 ans et même ceux qui sont à l'école secondaire, à l'université. Donc nous accueillons toutes ces catégories-là. Et puis maintenant, quand les enfants commencent à présenter certains comportements inadaptés en classe ou à la maison, en premier lieu, les parents ne vont pas penser qu'un enfant peut être touché au niveau mental.
Mais quand tu essaies de parler avec l'enfant, tu vas repérer que l'enfant il vit dans des peurs inexpliquées. L'enfant commence à développer des peurs que lui-même n'arrive pas à comprendre. Et c'est là, ça touche les rendements même scolaires de cet enfant. Okay. Alors, pour les parents, un parent qui vaquait à ses occupations normalement, avant, et qu'aujourd'hui, il ne peut plus répondre aux besoins de la famille, il y a ceux qui sont touchés par leur estime de soi est touchée, comme parent. Lorsque je suis responsable et que je ne peux plus répondre aux besoins de ma famille, alors ça touche l'estime de soi des parents. Alors lorsque l'estime de soi est touchée, avec quelqu'un déjà qui est sous stress, alors à long terme, ça peut arriver même à développer des maladies mentales chez cette personne-là. Il y a déjà une prédisposition avec toute cette situation de guerre que nous sommes en train de traverser. Et je félicite même ceux qui viennent nous voir, parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est lorsqu'on commence à présenter des comportements inadaptés dans la société qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a ceux qui commencent à comprendre que lorsque je deviens incapable de vaquer à mes occupations comme avant, lorsque je commence à faire même des cauchemars, des rêves qu'on n'arrive même pas à expliquer soi-même, lorsque on est vraiment dans des situations d'estime, la personne ne sent plus vraiment le besoin d'exister, ne sait plus pourquoi il est là. Hein? Il y a des filles qui pensent qu'ils sont ensorcelés, c'est pourquoi ils ne se marient pas. Il y a des familles, même des voisins qui ne peuvent plus vivre ensemble parce qu'ils se soupçonnent de la sorcellerie. Et pourtant, il y a d'autres problèmes psychosociaux qui sont à la base. Alors, ils ont compris que c'est nécessaire de consulter un psychologue, de parler de leurs problèmes. Et c'est là déjà, la prise en charge déjà en avance, c'est vraiment une prévention pour développer après les maladies mentales. Et c'est ce que nous encourageons même à la population, de ne pas attendre à commencer à lever les habits et ou bien à commencer à se retirer, à s'enfermer dans la maison, mais dès qu'on sent déjà qu'il y a des problèmes psychologiques qu'on commence à développer et qu'on ne sent plus ce désir-là de vivre, on ne sent plus ce courage-là de travailler et on a même peur de sortir parce qu'on pense qu'il y aura des voleurs à main armée qui vont entrer. Il y a des gens qui même ne dorment plus. Hein? Il y a ceux qui dorment avec des sifflets à côté parce qu'ils ne savent pas comment ça sera. Est-ce que la nuit va passer? Tu commences même à observer sur les réseaux sociaux des gens qui glorifient Dieu chaque matin. Ouf, enfin nous sommes réveillés. Ouf, enfin nous sommes là. Donc on n'est plus sûr, on ne sait plus si on vit ou on ne vit plus. Okay. Alors pour nous c'est vraiment, ils sont les bienvenus chez nous. Lorsqu'ils commencent à développer ce genre de problèmes, nous remarquons des rendements scolaires qui commencent à s'abaisser au niveau des écoles. Nous commençons à voir des gens qui commencent à parler trop. Hein? Des gens qui ne s'engagent plus comme il faut, bien que nous sommes dans des situations de guerre, mais il y a encore un espoir. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont formés pour prévenir des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup. Dans notre population. Est-ce y a-t-il possibilité dans la communauté de prendre en charge quelqu'un qui développe des cas de troubles comportementaux, des premiers degrés, comme vous le dites vous-même? Quelqu'un qu'on soupçonne, qui commence à développer des troubles, y a-t-il des possibilités de les prendre en charge? Par rapport à cette question, la question c'est d'abord de savoir quel est le type de trouble de comportement que présente le patient. C'est que la communauté doit faire. Comment identifier, savoir que quelqu'un commence à déprimer par exemple, que quelqu'un commence à développer des troubles de comportement, parce que tout part de là. Au fait, la détection des troubles de comportement, ça se passe au niveau de la communauté, au niveau de la maison. On sait que telle personne a telle habitude. À un certain moment, brutalement, il y a un changement de comportement.
quelqu'un qui était ouvert, qui parlait avec tout le monde, qui était une personne joyeuse. Du coup, on constate qu'il commence à devenir, par exemple, à se retirer. Il ne s'associe plus avec les gens, par exemple, ou il y a diminution du temps de sommeil. D'habitude, on dort en général autour de 7 heures, mais vous commencez à dormir, par exemple, 4 heures par jour. Et quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, il commence à parler trop. Quelqu'un, au fait, qui s'habillait normalement, il commence à s'habiller de manière légère. Au fait, c'est le changement de comportement dans son habitude. Ou donc, il n'a plus d'appétit, il ne veut plus manger. Ou bien, il préfère manger seul, ne pas s'associer avec les gens. De pareils signes peuvent être comme des signes d'alerte. Alors, du coup, lorsque le familier constate que la personne présente de pareils symptômes, ils peuvent recourir vite à l'hôpital pour demander de l'aide auprès des spécialistes. Mais est-ce que ça demande que le concerné soit d'accord? Au cas où il n'est pas d'accord, qu'il soit suivi? Généralement, les gens qui présentent le problème de santé mentale ne sont pas conscients de leur état de santé. Okay. Souvent, ils n'acceptent pas de venir à l'hôpital. Donc, généralement, c'est aux membres de la famille d'insister, parce que lorsqu'ils trouvent qu'il y a un ça ne va pas dans le comportement de la personne, d'insister pour l'amener à l'hôpital. D'autant plus que le temps passe, donc la maladie peut aussi évoluer. Oui, peut aussi évoluer. Généralement, ce sont les membres de la famille qui viennent avec le patient en consultation pour voir le médecin ou les infirmiers. Alors, vous êtes médecin. Comment arriver à se surpasser pendant cette période, surtout avec tout ce que nous vivons sur les réseaux sociaux, qui sont trop traumatisants? Comment se surpasser et ne pas tomber dans la dépression, ne pas tomber dans tout ce que vous êtes en train de déplorer? Oui, si je peux essayer de répondre à cette question, parce que quand nous faisons des sensibilisations en masse, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire à notre population? Dans nos familles, il y a des moments où nous sommes appelés à être ensemble en famille. Parce qu'avec la situation actuelle, tu vas rencontrer qu'il y a des parents qui quittent la maison très tôt le matin pour aller chercher comment survivre et ils rentrent très tard, mais personne ne sait comment l'autre a passé la journée dans la maison. Alors, il y a même des personnes qui développent, ils sont déprimés, qui arrivent même à développer la dépression dans la maison, et ceux qui sont dans la maison ne le savent pas. Il y a des jeunes qui consomment des boissons fortement alcoolisées et qui reviennent ivres, mais les parents ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas ce temps-là d'être ensemble en famille. Alors, qu'est-ce que moi j'encourage? J'encourage que nous puissions encore développer ces habitudes-là d'être ensemble, qu'on se donne des nouvelles le soir à la maison, que chacun puisse parler de sa journée. Et entre-temps, le parent est là pour observer tout le monde, comment chacun réagit, même pendant les repas, comment chacun mange, comment chacun participe à la conversation dans la famille, parce que c'est là où nous pouvons observer des comportements qui commencent déjà à changer. Deuxièmement, nous devons aussi apprendre à parler de nos émotions en famille. Par exemple, lorsqu'il y a eu un événement difficile qu'on a vécu dans la journée, on a entendu par exemple des crépitements de balles la nuit. On peut juste s'exprimer comment nous avons senti, quelle émotion nous avons vécu, parce que le fait de s'exprimer, ça aide déjà, c'est une prise en charge personnelle qu'on peut faire. Okay. Oui, au premier degré là, avant que ça ne s'empire. Alors, le fait là de s'exprimer, exprimer ses émotions en famille, de participer avec les autres, être là où sont les autres, participer dans la communauté. Il y a ce que nous appelons même des shirika, il y a des groupes organisés dans nos milieux, y participer, écouter ce que les autres disent, ça aide aussi à ne pas s'enfermer seul dans son petit coin. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a beaucoup des informations que nous recevons, des mensonges, ou bien il y a des informations que nous recevons aussi
qui ont des images qui restent dans notre cerveau. Et ce sont ces images-là qui ont un impact négatif sur notre santé mentale. Alors, moi, je me dis pourquoi parfois s'abstenir d'abord personnellement d'envoyer des messages qui peuvent rendre les autres malades. Parce que lorsque j'envoie dans les groupes des messages, par exemple, même des mensonges, il y a beaucoup de mensonges dans les réseaux sociaux. Des manipulations. Alors, si je me mets chaque fois à ouvrir ces messages, je dois savoir que c'est contre ma santé mentale. Alors, je dois m'abstenir d'abord, moi personnellement, d'envoyer n'importe quoi dans les groupes. Et moi, quand je reçois aussi, je dois m'abstenir aussi parfois d'ouvrir certains messages, sachant que ça a un impact négatif sur ma santé mentale. Et ne pas chercher à tout savoir. Parce qu'en cherchant à tout savoir, on arrive aussi à s'intoxiquer sans le savoir. Okay. Donc ce sont des mesures que nous... S'intoxiquer avec des messages sur Internet. Oui. Okay. Parce qu'en tout cas, c'est notre santé qui est exposée. Alors, c'est à nous de prendre vraiment ces mesures-là que je viens de prendre, parce que ça nous aide à prévenir des maladies qui peuvent nous faire arriver même à développer des troubles mentaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y a certaines personnes qui estiment que l'alcool peut résoudre tant soit peu ces problèmes de santé mentale. N'ont-ils pas raison? Par rapport à l'alcool et à la consommation de substances psychoactives en général, les fabricants de ce produit, ils ont étudié les milieux de vente et ils répertorient les problèmes que nous avons dans la société. Et ce sont ces problèmes qui donnent à différentes boissons comme dénomination. Okay. Vous trouvez sur les marchés aujourd'hui le vin qu'on appelle vin wazalendo. Vous allez sur le marché, il y a le vin qu'on appelle le vin mifiato. Ça, c'est pour les motards. Et donc, en cas de bouclage, vous prenez un verre de vin mifiato, vous disparaissez devant les policiers de roulage. C'est ça ce que ça signifie. Est-ce que ces dénominations viennent résoudre le problème ou les créer? Vous trouvez les boissons sur les marchés qu'on appelle sans souci, vision de loin, sens unique, énergie. Donc, comme on n'a plus d'électricité dans nos maisons, un verre, vous chargez même le téléphone. C'est ce que ça signifie. Et donc, vous trouvez plusieurs boissons fortement alcoolisées avec des dénominations trompeuses, solution à un problème, Kafanyambio, boisson nourriture, toutes les marques possibles. Mais ça, c'est un mensonge. Et donc, c'est-à-dire que les gens s'enivrent. Vous prenez autant de marques selon les problèmes que vous avez et que vous voulez résoudre. Mais vous devenez un alcoolique. Vous devenez alcoolodépendant. Et donc, quand vous répertoriez toutes ces appellations qu'on trouve sur les marchés, localement à Bukavu et dans nos territoires, les gens s'enivrent sous prétexte d'apporter une réponse à un problème X de la vie. Le goût de la réussite. Mais ça, c'est faux. Et c'est comme ça que les gens deviennent des toxicomanes. Okay. En pleine journée, quelqu'un ronfle à côté de la rue. Il y a une circulation intense, mais pour lui, c'est déjà minuit. Mais alors que c'est à 12 heures. Et donc, ce sont des considérations trompeuses. On pense qu'on a les idées, on a surmonté les défis de la vie, et qu'on est dans un monde où on n'a plus de problèmes. Okay. Alors qu'en réalité, c'est faux, on est en train d'aggraver les problèmes, la santé mentale et même la santé physique. Votre foi sera endommagée bientôt avec tous ces produits. Et c'est comme ça que les gens s'enivrent. Mais en réalité, l'alcool crée le problème au lieu de le résoudre. Et c'est comme ça que vous trouvez même des campagnes de marketing. Par exemple, l'Action Kimbegeti, vous achetez 5 bouteilles, la 6e est gratuite. Mais qu'on nous amène du riz, des haricots, la nourriture comme ça nous fera du bien. Au lieu qu'on nous amène dans des campagnes juste pour nous détruire. Vous achetez 3 bouteilles, la 4e est gratuite. Donc tout le monde doit devenir désormais alcoolo-dépendant. Et donc l'alcool n'est pas une réponse
Mais nous le disons ici que ça permet d'oublier la question. Et on prétend avoir résolu les problèmes. Et donc ça, c'est un danger qui menace notre santé mentale. Mais il arrive aussi à des gens, à force d'être déprimés, qui mangent beaucoup. Ça aussi, c'est un problème. Ça, ce n'est pas quand même l'alcool, on ne peut pas leur En déconseiller psychiatrie, on va parler de la boulimie. Okay. Quelqu'un qui mange jusqu'à fatiguer sans se rassasier. Et donc, ça, c'est déjà un problème de santé mentale. Et c'est parmi les signes tels qu'on l'a dit en famille. Vous pouvez constater que le régime, donc quelqu'un a changé ses habitudes alimentaires. Il mange comme pas possible, jusqu'à fatiguer sans se rassasier. Et au besoin, il faut même aller faire des emprunts chez les voisins le soir, comme lui, il ne sent pas comme s'il a pris quelque chose. Et donc ça, c'est déjà un problème de santé mentale. Mais c'est dû à quoi cette envie perpétuelle de manger? C'est dû à quoi? Bon, au fait, comme je vous ai dit, parmi les signes de maladie mentale, c'est changement d'habitude, de comportement. Ça, c'est un élément principal. Vous voyez quelqu'un qui était comme ça, mais ces derniers temps, il commence à faire soit plus en excès, soit moins. Par exemple, dormir, il commence à dormir beaucoup, se réveiller à 10 heures, c'est un problème. Et c'est parmi les signes de certaines maladies mentales. Ou dormir moins, ou manger beaucoup en excès, ou manger peu. Parmi les signes de la dépression, malheureusement on ne parle pas de pathologie ici, vous avez soit ce que Pacifique a dit, la boulimie, soit refus de manger peu. Certaines personnes peuvent développer la boulimie à cause de l'anxiété qu'elle présente dans sa maladie, ça lui pousse à manger, c'est réfugié dans la nourriture. C'est parmi les signes de la dépression, au fait. Mais pour l'alcool aussi, vu le contexte actuel, au fait, nous tous, nous sommes... les gens sont stressés. Ils peuvent penser que l'alcool peut résoudre leurs problèmes ou l'alcool peut les soulager. Au contraire, ils prennent l'alcool comme un soulagement, on appelle ça comme anxiolytique. Mais entre-temps, cet alcool-là détruit la santé physique et la santé mentale. Alors, quelqu'un qui commence à avoir ces envies, on préférerait à ce qu'il soit venu en consultation parce qu'il y a des médicaments qu'on peut donner qui peuvent remplacer cette envie d'alcool lorsqu'on est stressé. Voilà. Même dans le couple, lorsqu'il y a le conflit de couple, l'un peut dire, bon, je pars prendre de l'alcool et pour que je puisse dormir et puis la situation va être résolue. Or, ce n'est pas ça. Ça ne fera qu'aggraver la situation et créer un cercle vicieux. Mieux, c'est quoi? C'est de venir, lorsqu'on a des situations comme ça, de venir à l'hôpital, trouver un spécialiste, les psychologues sont là, le médecin sont là, les infirmiers sont là et peuvent aider avec des solutions, soit des médicaments, soit la psychothérapie. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences de ces problèmes de santé mentale d'abord non identifiés et non pris en charge dans la communauté? Alors, globalement, lorsqu'on a un problème de santé mentale, par rapport à l'individu, à la personne elle-même, ça l'affecte. Ça l'affecte, il devient moins performant, il est en train de souffrir sur le plan moral. Il y a certaines maladies qui peuvent entraîner les idées de suicide, tendance à se suicider, et la personne peut recourir, par exemple, à l'utilisation de produits létals pour mettre fin à sa vie. Ou bien la personne peut se jeter dans l'alcoolisme et commencer à boire, à consommer de l'alcool, jusqu'à ce que l'alcool peut entraîner des complications qui peuvent l'amener à la mort. Alors, sur le plan social, déjà, la personne devient incapable de participer à la vie sociale. Okay. Si c'était le père de la famille, il devient incapable de prendre en charge ses enfants. Si c'était quelqu'un qui partait au boulot, avec la dépression par exemple, on n'a plus l'envie de faire quelque chose, on développe donc un tableau qu'on appelle anédonie, perte d'intérêt. Et ça fait que sur la productivité, sur l'appui de fonctionnement global de la société, on devient improductif.
comme elle a dit aussi, sur le plan de la scolarité, un enfant qui présente un tableau de stress ou une dépression, il voit au fait sa capacité mentale à l'école diminuer. Ça peut également entraîner des échecs. Entre-temps, c'est une perte pour la communauté. Oui. Voilà. C'est un peu, de manière globale, le méfait de maladie mentale sur la communauté. Alors, quelles sont les recommandations que vous, en tant qu'expert en matière de santé mentale, pouvez adresser à la communauté pendant cette période exceptionnelle pour ne pas tomber dans la dépression et surtout avec tout ce qui se passe sur Internet? Bon, déjà, pendant cette période, c'est question d'identifier des sources d'informations intéressantes. Bon, l'Internet, déjà, c'est une source d'information qu'on ne peut pas s'en passer. Comme avait dit Madame Anto, c'est de choisir des informations qui ne peuvent pas vous intoxiquer. Okay. Des bonnes informations, pas des informations, par exemple, qui font peur. Voilà, qui font peur ou qui donnent des désespoirs tout le temps et qui met quelqu'un dans un état, au fait, de stress. Et par rapport à quand quelqu'un, par exemple, développe des symptômes de la maladie et que la famille constate qu'il y a un changement de comportement à travers la personne, c'est là, au fait de proposer à la personne qui a déjà des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter de consulter parce que ce n'est pas seulement le trouble de comportement, parler beaucoup, chanter, qui constitue la maladie, mais déjà lorsque vous, de manière personnelle, vous commencez à sentir qu'il y a un ça ne va pas, je n'ai plus de joie, je n'ai plus d'intérêt, j'ai une peur non expliquée, ça constitue déjà des problèmes de santé. N'hésitez pas de contacter des spécialistes. Et aussi, comme vous êtes là, vous, les journalistes, je pense que de temps en temps, passer des informations comme ça, comme vous le faites, c'est déjà une manière aussi de sensibiliser la communauté pour savoir se prendre à charge pendant cette période. Et aussi développer la résilience. Okay. On sait qu'on est dans une situation de guerre et on ne peut pas faire quelque chose. Et puis, développer des mécanismes pour s'adapter à la situation de guerre en fait. Alors, retournons un peu au début. M. Pacifique avait dit qu'il faut réfléchir comment démédicaliser la santé mentale. C'est-à-dire quoi? Parfois, ces concepts est mal interprété. Quand on dit démédicalisation de la santé mentale, beaucoup déjà pensent que cela traduit qu'on ne fera plus recours aux médicaments ou aux molécules. La réponse est non. Démédicaliser voudrait dire que nombreux auteurs dans l'ancien temps pensaient que les seuls spécialistes du domaine pouvaient forger la santé mentale. Qui est ce spécialiste? Les médecins psychiatres. Point barre. Et donc, les anciennes publications, quand vous les parcourez, on pense que les seuls à forger la santé mentale, c'est les médecins psychiatres. Or, à Sozan, vous trouvez que nous avons les neuropsychiatres, nous avons des ergothérapeutes, nous avons des assistants sociaux, nous avons des infirmiers en psychiatrie polyvalente, nous avons les psychologues cliniciens, nous avons les pédopsychiatres comme spécialistes, les spécialistes en toxicomanie, nous avons les neurologues et j'en passe. Vous trouvez que c'est un secteur qui fait appel à une multidisciplinarité et non réservé à une seule personne qu'on pouvait penser que c'est les médecins psychiatres. Le fait que chacun amène sa contribution pour forger la santé mentale, ce qui fait que la santé mentale aussi c'est un secteur qui est transversal presque à tous les secteurs de la vie. Il n'y a aucun secteur de la vie sans problème de santé mentale. Alors, démédicaliser voudrait dire quoi? On peut parler de la santé mentale en milieu scolaire. On peut parler de la santé mentale en milieu professionnel. Le stress au travail, les surcharges. Alors, on peut parler de la santé mentale dans les milieux professionnels, presque dans chaque secteur. Dans les domaines des transports, dans les domaines des voies fluviales, aériennes et j'en passe, aériennes.
Et donc, si la santé mentale fait appel à chaque secteur de la vie, faut-il avoir un médecin psychiatre partout pour se tirer d'affaire? La réponse est non. Voilà pourquoi ils ne font plus laisser ce secteur uniquement entre les seules mains des 10 spécialistes du domaine. Voilà pourquoi nous avons les assistants psychosociaux communautaires, par exemple, qui sont dans la communauté. Ils existent? Existent, oui, et qui ne sont attachés à aucun hôpital et qui accompagnent leur communauté à surmonter les défis liés aux événements de la vie, à guérir les blessures intérieures dues aux événements de la vie. Est-ce qu'ils ont des médicaments? C'est ça, démédicaliser. Okay. Il apporte une réponse sans faire recours aux médicaments. Les psychologues cliniciens, est-ce qu'ils font des ordonnances? Ils soignent par la parole. C'est ça, démédicaliser. Donc, il n'y a pas que... C'est ce qui fait aussi, qui déroute beaucoup déjà. Qui font croire à la communauté que les médicaments des SOSAM font grossir en désordre. Quelqu'un qui est sous traitement à SOSAM, il prend le surpoids. C'est faux. Quelqu'un peut avoir été interné ici sans avoir pris une molécule, même un comprimé. Il est uniquement pris en charge par la parole. Au moins, nous sommes d'accord qu'un psychologue clinicien n'a pas besoin de médicaments. Il soigne par la parole. Donc, il y a des problèmes qui demandent le recours des psychocliniciens. Oui. Et c'est donc pas la sorcellerie, parce que généralement, dans la communauté, on recourt au pasteur, au prophète. Ce que vous dites là est vrai. Les premiers à être en contact avec un malade mental dans notre culture, dans notre environnement, ce sont les guérisseurs traditionnels. Parce qu'on pense que la maladie mentale n'a comme origine la sorcellerie, les mauvais sorts, la jalousie. Vous trouvez que des considérations culturelles comme origine de la maladie. Et c'est ce qui fait qu'on chemine tout droit, celui qui a un problème de santé mentale, vers le guérisseur traditionnel. Maintenant, quand les ancêtres n'ont pas trouvé de réponse, au deuxième niveau, on pose la question à Dieu. On va dans les chambres de prière. Alors, c'est comme ça que vous trouvez parfois des malades qui devraient être à l'hôpital, mais pris en otage dans les chambres de prière. Et parfois, on perd l'état comme ça. On ne trouve pas la réponse, c'est à ce moment-là qu'on songe à SOSAM. Et vous trouvez derrière là des fausses croyances. Oh, on va vous dire une personne qui est sous emprise de mauvais esprits, lorsqu'il reçoit une injection, c'est la précipiter à la mort. Ça, ce sont des considérations culturelles. Est-ce que c'est vrai? La réponse est non. Oh, les médicaments des SOSAM me font grossir. Alors, comme la nourriture est chère ces derniers temps, nous conseillerons à la communauté de venir s'approvisionner ici. Au lieu de 25 kilos de riz, on a un comprimé. Ah donc, ce sont des considérations que les gens ont dans la vie et dans la communauté, mais qui ne sont pas vérifiables sur le plan scientifique. Mais ceux qui disent que nos médicaments font grossir, certains ont raison et d'autres ont tort. Ils ont raison dans quel sens? Un malade mental qui a 10 ans de sa vie en errance dans la nature, il se promène jour et nuit avec des fagots parce qu'il ramasse tout à son passage. 10 ans après, donc il a un retard de sommeil de 10 ans avec des fagots. Il se retrouve à SOSAM pour jouer 3 rôles: se laver, dormir et manger. Qu'est-ce qui l'empêcherait de ne pas grossir? Rien. Et donc nous sommes là maintenant pour l'occuper et qu'il ne puisse pas prendre le surpoids. Okay. C'est ça? Oui. Je voulais ajouter, il y a des maladies que nous appelons des maladies psychosomatiques. Tu peux rencontrer des personnes psychosomatiques. En des termes clairs, dans des... Oui, je vais expliquer. C'est ça que... Oui, je vais expliquer. Ce sont des maladies... Tu peux rencontrer quelqu'un qui souffre de migraines pendant une longue période. Et cette personne a déjà pris beaucoup de médicaments, mais qui ne trouve pas de solution. Et pourtant, maintenant, quand la personne va venir vers nous, et que nous puissions seulement essayer d'identifier les problèmes psychosociaux que cette personne est en train de traverser, et qu'on y travaille, et après la personne retrouve sa santé comme... Il y a des souffrances que nous subissons, que le corps subit, mais qui ne sont pas d'origine somatique, d'origine biologique, donc ce n'est pas vraiment lié à des problèmes somatiques, mais ce sont des problèmes d'origine psychologique
et qui peuvent avoir un impact sur notre corps. Alors tu vas rencontrer des personnes qui souffrent des maux d'estomac, des rhumatismes, des maux de tête, des maux de dos, et qui pensent qu'ils sont malades et qui peuvent prendre beaucoup de médicaments et pourtant leur problème c'est psychologique. Okay. Alors au moins ils ont cette chance ils viennent en consultation chez nous. Ils commencent toujours pour voir les psychiatres, les médecins, mais en l'écoutant, les médecins vont les référer chez les psychologues parce qu'on va découvrir qu'il n'y a pas vraiment un problème somatique que cette personne a, mais c'est juste un problème psychologique. Alors c'est pourquoi nous encourageons à la population de ne pas, chaque fois qu'on a un mal quelque part, on va à la pharmacie, on te prescrit des médicaments, tu prends, mais le problème ne trouve pas solution. Mais il y a aussi cette prise en charge psychologique. Il y a des personnes qui sont dans la population et qui souffrent pendant de longues années. Or, ils ont juste besoin de quelques séances de psychothérapie et ils vont reprendre leur santé comme avant. Et c'est pourquoi même ceux qui vont dans les chambres de prière, il y a ceux qui commencent même à présenter des symptômes psychiatriques et qui vont dans des chambres de prière et qui se stabilisent pendant un temps et les gens pensent que il était ensorcelé. On a prié pour la personne est guérie. Et puis après un temps, ça va encore reprendre, ça va rechuter. Et maintenant quand on l'amène ici, parce que là à ce moment il y a des pasteurs qui sont vraiment honnêtes et qui disent non, ça c'est pas un problème spirituel. C'est un problème psychiatrique. Amenez votre patient à Sozam. Alors, quand ils nous arrivent ici, ils ont maintenant cette chance d'avoir une prise en charge bio-psycho-sociale. Bio-psycho-sociale. Ça veut dire, donc, les biologiques, les médecins vont voir qu'est-ce qui est touché au niveau somatique chez la personne. Mais les psychologues aussi vont investiguer à quel niveau cette personne est touchée au niveau psychologique. Et puis on va l'envoyer aussi au social. Les assistants sociaux aussi vont aussi chercher à savoir qu'est-ce qui a affecté cette personne au niveau social. Alors lorsque la personne bénéficie de cette prise en charge holistique, il retrouve la bonne santé et peuvent reprendre ses activités comme avant. Merci beaucoup. Okay. Alors, nous allons clôturer cette séance d'interview avec vous. Juste un mot que vous allez lancer à la communauté par rapport à cette période pour maintenir une santé mentale au point. Bon, je pense pour atterrir, la recommandation, c'est d'abord accepter ce qui nous arrive. Le fait d'accepter, ça va nous permettre de rencontrer ce qu'a dit Dr Vena, de déclencher les mécanismes d'adaptation et de résilience. Alors, le fait d'accepter, également, vous verrez que les gens sont, comment je vais dire, en hyperactivité de recherche des informations. La cyberdépendance aussi, c'est un problème de santé mentale. Et donc, Antoinette est revenue sur ça. Vous verrez déjà les jours où il n'a pas de méga, t'as mieux passé la nuit dehors. Et donc, dépendre trop des écrans, des Android, ça génère aussi des problèmes même dans les couples. Les enfants, aucune attention des parents parce que chacun est braqué sur son téléphone. Ça, c'est déjà un problème, la cyberdépendance. Le jour où il n'a pas de méga, en tout cas, mieux vaut passer la nuit dehors. Et donc, le fait d'accepter la situation qui nous arrive n'est pas dans l'hyperactivité de recherche d'informations. Également, ce qui va nous amener à déclencher les mécanismes d'adaptation. Également, ce qu'il faut dire ici, en cas de problèmes persistants, nous recommandons de recourir vers Sozam. Recourir vers Sozam pour une consultation ne traduit pas qu'on est fou. Permettez ce terme qui passe difficilement ici. Abusif, oui. Abusif. Les gens pensent que quiconque consulte Sozam, c'est qu'en tout cas, ça ne va pas. Mais nous disons ceci. Quiconque a un cerveau doit consommer les services de Sozam. Alors, celui qui n'a pas de cerveau, il n'est pas concerné. Et donc, oui, quiconque n'a pas un cerveau, il ne peut pas consulter les services de Sozam. Mais quiconque a un cerveau est invité et de consulter nos services. Non pas pour les médicaments,
même pour les conseils, même pour la parole, et vous trouvez des organisations pour les professionnels. Mais on peut accompagner ces agents. Rien que pour prévenir, ce n'est pas à dire que toute une entreprise, tout le monde est malade. C'est juste en termes de prévention. SOSAM n'est pas là uniquement pour les médicaments. C'est peut-être aussi les coûts qui empêchent à la population de venir à SOSAM. Quand vous évaluez ce que nous coûte un guérisseur traditionnel pendant une année, ce que nous consommons pour la prière, je ne pense pas qu'une consultation de $16 à SOSAM, ça va au-delà. Et d'ailleurs, pour la consultation psychologique, c'est moins que ça, 5 à 6 dollars ou 10 dollars. Et donc, à chaque problème, ce n'est pas exorbitant. Et vous trouvez que nous avons des soins qui sont adaptés au niveau de la communauté. Et d'ailleurs, nous avons revu les tarifs en baisse depuis ces événements. Il y a l'examen d'électroencéphalogramme où on était dans les 60 dollars au-delà, mais aujourd'hui à 30 dollars, chacun peut faire cet examen. Quand même, nous sommes restés résilients avec la communauté. Peut-être les gens qui n'ont pas trop d'informations sur SOSAM. L'information est là. Également, les gens pensent qu'être à SOSAM, il y a aussi l'aspect stigmatisation lié aux soins de santé mentale. Les gens pensent que le fait d'être ici, c'est que ça ne va plus. Il ne peut plus reprendre sa vie, donc le cerveau a été toqué. Il y a des termes habituels à la communauté, mais ça ne signifie pas ça. Un couple peut venir se reposer ici le lendemain de leur mariage. Absolument. Et suivre à SOSAM, oui. Ça existe. Oui. Et suivre les conseils des spécialistes. Le mariage, c'est un événement de la vie qui stresse. Vous trouvez des couples déprimés le lendemain de leur mariage. Mais on a besoin de remonter ces défis. Mais les déménagements, combien avant de déménager viennent consulter les spécialistes? Mais les gens disent, vrai, depuis qu'on est dans cette maison, tout s'est bloqué. Mais pourquoi ne pas consulter les spécialistes? Le changement des élèves ou des enfants d'une école à l'autre. Mais consultez pour ça. On veut changer l'école. Là, on consulte qui? Quand on veut déménager, on va consulter qui? Le psychologue clinicien est là. Il va donner des orientations. Mais on ne vient pas un soir, demain on déménage. Finalement, pour toutes les décisions de nos vies, on sera obligé de consulter les psychologues. Non, la vie est composée des événements positifs et des événements négatifs. Alors, les gens ont tendance à croire que la vie c'est une ligne droite. Mais le mariage, n'est-ce pas que c'est un événement positif? Est-ce que ça ne peut pas nous amener à la dépression? Est-ce que ce n'est pas stressant? La réussite dans la vie, est-ce que ce n'est pas un événement positif? Les deuils, c'est négatif. Survivre à une catastrophe sont des événements positifs. Les incendies des maisons, les éboulements, les inondations, tout ça, ce sont des événements de la vie. Et donc, qui ne nous laisse pas intacts avec notre bien-être mental. Et donc, les gens qui millent, les stress qui millent, à chaque événement, vous encaissez. À chaque événement, vous encaissez. Et ça passe. À chaque événement, vous encaissez. Mais sur une longue période, ça déclenche un problème de santé mentale. Pourquoi ne pas prévenir et consulter? Donc, pour atterrir, c'était pour dire à la communauté, donc nous devons accepter ce qui nous arrive. Au-delà d'accepter, nous déclenchons les mécanismes d'adaptation. Il y a également la prise en charge de soi. Ça, c'est aussi un élément très capital. Et au-delà de ça, la convivialité en famille, on nous a recommandé cela. Et si le problème est persistant, peur inexpliquée, anxiété et consort, consultez les spécialistes à la matière. Et les portes de SOSAM sont grandement ouvertes pour tout le monde. De quelle heure à quelle heure? De 8h à 16h, du lundi au vendredi, les samedis également et même les dimanches. Nous sommes un hôpital. Malgré les événements, SOSAM n'a pas fermé même un seul jour. Jour et nuit, nous sommes là. Et donc, c'est l'unique recommandation que nous pouvons donner et que les gens ne se cachent pas derrière les considérations socio-culturelles, les croyances erronées vis-à-vis de la maladie mentale et qu'ils comprennent que c'est une maladie comme tant d'autres. Pourquoi quand quelqu'un a la malaria, on ne se cache pas pour aller se faire consulter? La fièvre typhoïde et toute autre maladie. Mais quand le cerveau est touché, on commence à douter. Oh, ça doit être l'oncle qui nous amène ces mauvais sorts. Non. Quiconque a un cerveau
et encourager de venir à Sozan. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique Birindoa, Docteur Antoinette Mourima et Docteur Vénan Yatois. La radio Sven vous remercie. Merci. Et nous espérons que ça ne sera pas une première et une dernière d'avoir accepté de nous ouvrir vos portes. Merci. D'accord, merci beaucoup. À toutes et à tous, nous disons merci d'avoir suivi la radio Sven. Il était question aujourd'hui de parler de la question des santé mentale, surtout pendant cette période exceptionnelle qui traverse la ville de Bukavu et pourquoi pas toute la province du Sud Kivu en général. Merci et à la prochaine.